Ghostface est l'un des personnages les plus iconiques du cinéma d'horreur et du monde du slasher. Sa première apparition au cinéma en 1996 dans Scream, réalisé par Wes Craven, a changé les conventions du genre à tout jamais. Mais le serial killer de Woodsboro a une sombre et complexe histoire qui remonte à bien loin. Dans cette vidéo, remontons ensemble le passé tragique de l'assassin fantomatique aux multiples visages. Nous sommes dans les années 70. Tout était différent. Cet homme, John Milton, producteur puissant hollywoodien, est la représentation parfaite d'une industrie malade, perverse et corrompue. Un sujet toujours d'actualité aujourd'hui quand on sait qui a produit le néo-slasher Scream 3. Ce producteur de films d'horreur travaille au studio Sunrise, qui furent fondés en 1959 par Don Crosby et Don Gordon. Milton a fait sa fortune en étant à la tête de grands succès avec des films d'épouvante tels que Is Somebody There, un précurseur des slashers sorti en 1972 avant même la popularisation du genre avec l'Halloween de John Carpenter ou bien même le Black Christmas de Bob Clark. Dedans, un trio de pom-pom girls en vacances est terrorisé par un tueur mystérieux dans ce classique culte réalisé par Fred Rifkin. Fred Rifkin sera l'un des plus grands collaborateurs de Milton, mais nous y reviendrons. Autre succès notable fruit des efforts de Milton, le film psychologique dramatique Who Said That, pour ne citer que. À la même époque, une jeune actrice du nom de Rina Reynolds, née Maureen Roberts, a quitté sa ville natale de Woodsboro pour tenter sa chance à Hollywood. Sa carrière d'actrice fut de courte durée. Elle a tourné 3 films d'horreur, Amazombies, Space Psychos and Creatures from the San Andreas Fault, entre 1969 et 1971. Chacun de ces films furent produits par devine qui, Milton lui-même. Réputé pour ses grandes fêtes et ses dérives, Milton organise une nouvelle soirée et Maureen est invitée chez l'illustre producteur dans son grand manoir. L'occasion pour les jeunes filles comme elle de rencontrer des hommes qui feront décoller leur carrière en échange de services si elles font bonne impression. Comme Milton le dira plus tard, pour réussir à Hollywood, il faut jouer le jeu, et ce n'est pas ce que Maureen a fait. Elle fut violée à plusieurs reprises par plusieurs personnes cette nuit-là, et son rêve brisé en même temps qu'elle. Il n'y eut jamais de poursuite judiciaire, et le secret fut enterré. Maureen, elle, était blacklistée d'Hollywood. Rina Reynolds était mort. Son passé aussi. Parce que de cette union forcée, elle tomba enceinte de son premier enfant. Ce dernier fut adopté, et Maureen retourna à Woodsboro. La même année, en 1971, elle rencontra son futur mari, Neil Prescott, qui lui donnera un enfant, Sidney. Roman, lui, fut oublié et laissé de côté. Cet enfant caché fut élevé dans une riche famille hollywoodienne, et rapidement, à la manière de sa mère, il commença à montrer des ambitions artistiques et à se rapprocher du boulot de réalisateur, notamment en s'occupant de clips musicaux. En 1995, il retrouva les traces de sa mère et découvrit sa nouvelle vie. Il rassembla son courage pour lui parler, obtenir des réponses. Il s'attendait à être accueilli, mais pour elle, il n'existait même pas. Il était l'enfant d'une femme morte, mais de cette fin, Ghostface était né. Ironique pour un tueur fasciné par le cinéma, d'être directement né de la part la plus sombre et malade de la société cinématographique, et de devoir en payer les conséquences. Pour une satire des films d'horreur, ce vilain est un exemple pertinent, une preuve vivante de ce qui ne va pas à Hollywood et du traumatisme qui a poussé une mère à rejeter son propre enfant. Les ennuis ne se sont pas fait attendre. Roman Bridger, Poudrage a décidé de s'attaquer à la fille de Maureen, Sidney Prescott, elle qui lui avait volé sa vie, et quoi de mieux que de comploter contre elle en en parlant à ses proches. Roman s'est rapproché du petit ami de Sid, Billy Loomis. Roman était au courant que Maureen Prescott trompait son mari avec d'autres hommes, notamment le père de Billy Loomis, Hank Loomis. Ce fut la cause du départ de la mère de Billy. Il se retrouva comme Roman, abandonné. Roman montra la preuve vidéo à Billy. Il n'en fallut pas plus pour qu'un sentiment de revanche s'empare de lui aussi. Après ça, il resta juste à lui trouver un complice en la personne de Stu Macker. Et le tour était joué. Billy et Stu assassinèrent la mère de Sidney et profitant de ses nombreuses liaisons, ils firent porter le chapeau à Cotton Weary assez facilement. Cela leur permit un an plus tard de recommencer le massacre, pour cette fois cibler Sidney elle-même. Vous connaissez tous le film, alors faisons vite, mais le tuèrent dans l'ordre Stephen House, Casey Baker, Arthur Embry, Tatum Riley et Kenny Jones. Avant d'être tous deux définitivement stoppés et même tués par Sidney,
J'aimerais revenir un peu sur ces événements et sur Stu en lui-même. Si Billy avait un mobile, Stu n'en avait pas. Kevin Williamson, le scénariste, a coupé la poire en deux. En tant que grand fan d'Halloween, il trouvait ce type de tueur plus effrayant. Il a donné à Billy un motif, mais Stu se trouve être bien plus aléatoire. On sait grâce à son grenier que cela faisait un moment qu'il semblait avoir de sombres pulsions, avec des poupées suspendues. Peut-être même s'est-il entraîné au meurtre de Casey Baker de cette façon. Et il était fan d'horreur depuis un moment. C'est peut-être même lui qui a pu initier le fameux personnage de Drew Barrymore à ce genre, donc Casey. En parlant de ça, Stu a aussi pu accepter la proposition de Billy et Roman par un désir de vengeance. Après tout, Casey, notre victime la plus culte, n'était d'autre que son ex-copine, et ça ne s'était pas très bien terminé entre eux. Est-ce que tu t'es déjà sorti avec Casey, toi? Ouais, environ 2 secondes. Elle a laissé tomber pour Steve. Tu l'as pas laissé pour moi? Si, qu'est-ce que t'en sais, hein? Et est-ce que la police sait que tu sortais avec la victime? Quoi, tu veux insinuer que je l'aurais tué? Oh mais Stu, pas insinué, accusé serait plutôt le terme. Je suis sûr que vous avez vu des vidéos d'analyse de Scream pour savoir qui a tué qui. Il y a des détails intéressants, hein, comme quand Stu regarde dans le miroir s'il ne s'est pas fait mal, ou ce genre de choses. Et j'ai vu les arguments comme quoi, en fonction de la manière dont Ghostface tient le couteau, on peut savoir si c'est Billy ou Stu. Mais désolé, le débat n'a pas lieu d'être. Non, ce n'est pas Billy qui a tué Casey, tout simplement parce que Kevin Williamson a confirmé lui-même à 100% que Stu est l'auteur du crime. Voici le tweet en question en réponse à un fan. Alors oui, Stu a bel et bien eu du mal à supporter la rupture au point de tuer. Cela dit, c'est une motivation pour le meurtre de Casey et Steve en particulier. Il reste possible que Stu était toujours en couple avec elle, un an auparavant, et pourtant ça ne l'a pas empêché d'aller tuer Maureen avec son meilleur ami. Le meurtre du principal Imbri est d'ailleurs toujours resté un mystère. La réponse officielle, c'est qu'il n'y avait pas de meurtre pendant trop de pages du script, donc on a fait pression sur Williamson pour en rajouter un. Mais à l'intérieur du film, il est vrai qu'Imbri, n'étant ni un ado, ni un membre du groupe d'amis de Sidney, fait un peu tâche. Voilà pourquoi je me suis toujours dit que ça correspondait un peu plus à Stu qu'à Billy. Après tout, même s'il y a plusieurs indices qui vont vers Billy, qui pouvait déjà être dans l'école à ce moment-là, Stu repart en direction de son lycée, peu de temps avant le meurtre, et cela correspond bien à son état d'esprit, de tuer n'importe qui, juste pour le fun. Dans tous les cas, c'était probablement un plan des deux. En exposant le cadavre à la vue de tous, ils ont pu faire quitter les autres adolescents leur fête, en attisant leur curiosité et leur laissant ainsi le champ libre pour entrer dans le troisième acte. Il y avait même pour l'anecdote une preuve que Stu avait déjà perpétré une attaque au sein du lycée dans le premier script, juste avant que Sidney ne soit attaqué dans les toilettes, parce qu'il pourrait être très bien un simple ado faisant une blague et non le vrai tueur. Stu disait en gros qu'il avait besoin d'aller pisser. Ça a été retiré, car c'était un indice bien trop évident de sa culpabilité. Mais assez parlé de Billy et son pote frappadingue. Roman Bridger n'est pas en reste non plus. Même si nous nous doutons bien qu'il n'était absolument pas prévu dans le film d'origine, avec le retcon, on peut se demander s'il n'était pas le troisième Ghostface de la tuerie. Effectivement, un Ghostface stalk Tatum et Sidney. Pourtant, dans la scène suivante, au vidéoclub, Billy et Stu sont réunis. Certes, c'est peut-être juste pour brouiller les pistes, et rien ne nous dit clairement combien de temps a passé entre les deux scènes, mais il faut avouer que ce choix de narration et de chronologie est assez surprenant pour susciter des questions. Pour en revenir rapidement et définitivement à Stu, oui, il était à la base prévu qu'il revienne en tant que grand méchant dans Scream 3. Oui, il avait plus de chances de survivre à une télévision que Billy à une balle en pleine tête. Oui, il devait, depuis sa prison, contrôler une secte de Ghostface, vouant un culte à Stab, et qui se serait fait passer pour mort auprès de Sidney. Oui, la tuerie de Columbine a fait échouer ses fameux plans. Oui, Matthew Lillard, le comédien derrière Stu, fait un caméo à la fête dans Scream 2. Oui, dans Scream 2, nous aurions dû avoir à la fin du film un troisième Ghostface, observant depuis la tour du campus, possiblement Stu, ou bien même Roman. Et oui, pour répondre à votre question, Stu peut toujours potentiellement un jour revenir dans la saga. La porte ne lui est pas définitivement fermée, comme le prouve cet historique de Scream 5, qui est là pour laisser planer le doute et faire en sorte que la question subsiste. Bon, pour la suite de l'histoire, il est temps de commencer à parler de la tuerie de la fac de Windsor et des Ghostface suivants. Nous ferons court. L'avantage du costume de Billy et Stu, c'est qu'il est disponible partout et achetable par à peu près n'importe qui. Madame Loomis, alias Debbie Salt, qui avait pourtant abandonné son fils, a soudainement réalisé ce qu'elle avait perdu, quand il est mort, et qu'elle a appris qu'il avait en grande partie fait tout ça pour elle, pour venger son honneur et sa famille détruite, en tuant Maureen, qu'il tenait pour responsable de la situation,
et en tentant de tuer la fille de cette dernière. Elle a rencontré Mickey Altieri en recherchant un autre tueur en série et psychopathe en cavale sur le net pour l'aider à venger Billy de Sydney. Elle n'a jamais eu l'intention de garder Mickey près d'elle bien longtemps. Elle l'a trahi dès qu'elle en a eu l'occasion et que Sydney lui était livrée. Évidemment, c'est elle aussi qui a avoué le meurtre de Randy pour avoir osé baver sur son fils Billy en l'insultant alors que Ghostface était au téléphone avec lui. Mickey, lui, était tout simplement un opportuniste qui, contrairement à ses prédécesseurs, voulait justement se faire attraper, reconnaître ses crimes, mais passer pour une victime de l'influence du cinéma et devenir célèbre grâce à un grand procès. Projet qui est loin d'avoir vu le jour. Maintenant, il est enfin temps de revenir aux origines de cette histoire et à ce que faisait Roman Bridger pendant tout ce temps. Excédé de voir que toutes les tentatives de meurtre contre sa demi-sœur légendaire avaient échoué, il ne pouvait plus rester le grand marionnettiste de l'ombre bien longtemps. Il devait lui-même revêtir le masque et agir s'il voulait sa vengeance. Hollywood avait bien changé. John Milton s'était mis à produire les films Stab, basés sur les tueries de Ghostface et les livres de Gary Weathers. Autant vous dire que je ne vais pas vous faire tout l'historique de Ghostface à l'intérieur des films Stab. 1. Parce que c'est quasiment la même chose. Et 2. Parce que, quand c'est pas la même chose, Ghostface se prend pour Terminator, comme dans Stab 5, et voyage dans le temps pour détruire la lignée des Prescott. Alors on va oublier tout ça gentiment et faire comme si ça n'avait jamais existé. Tout de même, pour vous montrer les productions de Milton de l'époque, je vais vous montrer un extrait, une bande-annonce de Stab 2. Last night, 2 students were brutally murdered at a local movie theater. There are certain rules in a sequel. Scale Weathers reporting live. Number 1, body count's always higher. Number 2, the death scenes are much more elaborate. Number 3, never ever, under any circumstances, assume that the killer's dead. I am on to you! Let's look at the suspects. You all need to have your head examined. Where are you? Et non, ce que vous venez de voir n'est pas un fan film, c'était un bonus officiel sur un DVD de Scream 3 pour nous montrer un aperçu de l'univers de Stab. Si ça ne vous fait pas trop envie, moi non plus, je crois que quand on dit dans Scream 5 qu'il n'y a pas eu un seul bon film Stab depuis le premier, on n'est pas très loin de la vérité. Hein. Sinon, vous vous souvenez de Fred Rifkin? Mais si, le grand collaborateur de Milton. Je vous avais dit que nous allions y revenir. Il devait réaliser Stab 3, Retour à Woodsboro. Mais il a été viré. Ah bon bah voilà. Son retour dans l'histoire n'aura pas duré très longtemps. On dirait bien que Roman s'est débrouillé pour se faire engager. Il devait réaliser Stab 3 et mettre son plan à exécution. Sauf que là, Stab 3 allait être un film bien trop réel. Roman a commencé à tuer son propre casting dans l'ordre du script, y compris Cotton Weary lui-même, qui décidément entre la prison et ça, n'aura eu que son court quart d'heure de gloire pour se consoler. Roman a fini par tuer John Milton, l'homme responsable de sa souffrance. Stab 3, Retour à Woodsboro fut annulé. Et dans tout le cynisme hollywoodien, c'est devenu Stab 3, Hollywood Horror. Après les meurtres d'Hollywood, la mort de Bridger et son échec à tuer sa sœur, bienvenue au club de Michael Myers, nous nous retrouvons en 2011 dans une société biberonnée au stab et remake de films d'horreur, ce qui a favorisé l'apparition d'un nouveau copycat, bien décidé à offrir sa version des meurtres de Woodsboro. Les deux personnes derrière tout ça, Charlie Walker et Jill Roberts, la cousine de Sydney, fille de Kate Roberts, sœur de Maureen Prescott. Une belle histoire de famille, en somme. À l'ère des réseaux sociaux, la motivation de Jill était tout simplement de devenir célèbre en devenant la nouvelle Sydney Prescott. Ce qui signifie tuer l'original, et elle a été la plus proche de réussir honnêtement. Mais elle fut arrêtée à temps. Charlie Walker, lui, voulait devenir la version remake de Randy. Mais elle a été trahi par Jill, et a fini par prendre la place de Stu dans la mort. Enfin, si Stu est vraiment mort, bien sûr, mais vous me suivez. De toute manière, Randy était un grand connaisseur d'horreur. Charlie n'avait pas l'étoffe pour lui succéder, si vous voulez mon avis. Shut up, idiots! Désolé, mais Trevor a raison, ferme-la. C'est qui, ma, pas. Cela nous amène de nos jours au retour de Ghostface. Plus dangereux que jamais, ce dernier se base sur le principe de ce que l'on nomme les requels et veut ramener sa gloire d'antan au stab original, le tout premier massacre de Woodsboro. Cette volonté de revenir au film d'origine fait qu'il ne cible que des personnes liées au premier tueur, et il a même réussi à éliminer l'un des survivants,
du film d'origine. Traumatisé par un stab 8 qu'il juge déplorable, Richie Kirch et Amber Freeman sont les 2 tueurs de cette génération. Et ensemble, ils se sont rencontrés sur Internet, à la manière de Madame Loomis et Mickey Altieri. C'est en emménageant dans la maison de Stu Macker qu'Amber Freeman aurait développé une obsession pour les meurtres de Woodsboro et Stab. Avec Richie, ils ont probablement mené des recherches qui les ont poussés à découvrir que la sœur de Tara, l'amie d'Amber, n'était autre que la fille de Billy Loomis. On ne nous dit pas exactement comment ils ont procédé pour en arriver à cette découverte, on ne nous explique pas non plus comment Roman a retrouvé sa mère après qu'elle ait changé d'identité après tout. Et puis, c'est toujours plus cohérent qu'Halloween Kills. En parlant d'Halloween et de psychose, vous ne remarquez rien de bizarre dans le choix de prénom pour la fille de Billy? Samantha Carpenter, Sam Carpenter, Sam Loomis, ça ne vous dit rien? Pourtant, c'était juste sous notre nez, hein. Mais passons donc à la suite, et à la conclusion de ce nouveau et dernier massacre en date. La première des choses, c'est que Ghostface a encore échoué. En voulant faire un requel, il comptait inspirer les studios pour produire un nouveau film Stab, plus fidèle à l'essence de l'original. Mais Gale, en la mémoire de Dewey, refuse catégoriquement d'écrire un livre sur eux, empêchant ainsi leur célébrité pour le moment. Un Stab 9 semble donc compromis. Concernant le retour de Billy Loomis en hallucination auprès de sa fille, j'ai trouvé assez intéressant l'idée que le Ghostface original encourage lui-même à ce qu'elle retrouve son imitateur et le tue violemment. C'était un peu comme un Ghostface contre Ghostface. Un personnage qui, à la base, est plus que moralement douteux, quelqu'un, disons, d'immonde, qui se retrouve à jouer en quelque sorte l'anti-héros. Et même depuis la tombe, il reste un personnage assez fascinant. Toute cette idée était tordue dans le meilleur sens du terme. On peut aussi voir dans les 2 Ghostface une critique évidente des fans toxiques, et il était assez amusant de constater que Stab 8 était réalisé par le réalisateur d'À couteau tiré, alias Ryan Johnson, déjà derrière un autre 8 détesté, Star Wars. Finalement, au-delà de savoir si le film était bien ou mauvais, il s'agissait bien d'un film où certaines actrices avaient été carrément harcelées et menacées de mort. Alors entre ça et le passage à l'acte des fans dans ce Scream 5, il n'y avait qu'un pas dans le scénario à franchir pour nous offrir un Ghostface moderne et vraiment d'actualité. Et voilà, on en a fini avec Ghostface. Je ne vous parlerai pas du Lakewood Slasher, de Brandon James, ou même du tueur de Lille dans la série Scream, car ces tueurs s'éloignent de manière assez conséquente de Ghostface, au niveau du masque, de la mythologie, et même du fait qu'ils ressemblent plus à des tueurs de slasher traditionnels, moins humains et moins mis en difficulté facilement. Et puis quand il y avait des similitudes, vaut mieux ne pas trop relever, car Kieran Wilcox était clairement une espèce de Billy Loomis du pauvre. Quoi, comment ça, il y avait Ghostface dans Scream, je creuse ma tombe? Je veux dire Scream Résurrection. Bon, déjà, quand on appelle un truc d'horreur Résurrection, faut fuir, hein. Coucou Halloween. Puis, sérieusement, ces Ghostface sont juste complètement nazes, ils méritent même pas que je m'y attarde. Je cite leur nom, ou que je parle. T'en as juste une, c'est une gothique, et puis elle te dit, en gros, que sa motivation, c'est parce qu'elle a vu trop de films d'horreur, et donc ça l'a rendu taré. Non, sans blague. C'est vraiment ça, sa motivation. Donc si vous vous sentez insulté en tant que fan d'horreur, eh bah, vous pouvez. Non, parce que dans le premier film, Billy Loomis, il explique qu'il faut pas blâmer les films. À la limite, ça peut être, on va dire, une sorte de déclencheur, mais ça change rien, il y en aurait eu un autre. C'est-à-dire que ils se font inspirer par les films les rendent créatifs. Les films peuvent peut-être les pousser à commettre certains actes de certaines façons, mais même sans les films, ça ne change rien au fait que ce sont des psychopathes, qu'ils auraient commis d'autres actes, qu'ils sont instables psychologiquement. Ce n'est pas la faute du cinéma. Et ça, Billy Loomis, il l'explique bien. Les films leur donnent juste des idées. Mais même sans les films, ça aurait pu être, je sais pas moi, un livre, une série, les jeux vidéo de nos jours, ou ce genre de trucs. Mais c'est pas le film qui a à blâmer. C'est juste eux qui ont des problèmes à la base bien plus profonds et psychologiques que ça. Il y a des raisons qui remontent plus loin que ça. Notamment, pour Billy Loomis, la destruction de la cellule familiale. Et donc là, dans Scream Resurrection, on a un Ghostface qui te dit que c'est la faute du cinéma. Bravo. Donc ils ont vraiment tout compris à Scream. Et avant que vous me disiez que Mickey Altieri, dans Scream 2, il comptait blâmer le cinéma à son procès, il était conscient
qu'il était complètement fou, c'était un opportuniste, et il savait que ce n'était pas la faute du cinéma. Il voulait juste s'en servir pour devenir célèbre. Et ça, c'est pas la même chose, c'est une nuance importante. Et même Scream 5, en parlant des fans toxiques, rejette finalement la faute sur les fans toxiques, pas sur le cinéma. Donc même là, ils ont abordé le sujet en critiquant une partie de la communauté des fans d'horreur, mais de manière beaucoup plus subtile que ce qu'a fait Scream Resurrection. Voilà pourquoi je ne vais pas continuer sur le sujet de Scream Resurrection. C'est une très mauvaise saison 3, une très très mauvaise série. Voilà, ne regardez pas. À la limite, les 2 premières saisons, vous pouvez essayer, même s'il n'y a pas Ghostface dedans. Mais là, la 3, il faut laisser tomber. Il faut courir très très loin. Très 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 loin. Allez, cette fois c'est vraiment fini. Ah, quoi encore? Ah oui, c'est vrai. Les histoires de Ghostface dans la réalité. Bah oui, s'il y a un stab pour Scream, alors il y a une histoire vraie pour un Scream. Bon, déjà concernant le masque en lui-même, il n'a pas été fait pour le film. Il est probablement inspiré du tableau Le Cri de Munch. Il rappelle aussi la pochette de Pink Floyd de Loire et la légende de la Banshee selon moi. Il a été trouvé dans une maison où Hitchcock avait tourné l'un de ses films, d'après ce qui se dit. Ils le voulaient absolument, ils ont essayé plusieurs masques, même s'ils n'avaient pas les droits, pour tenter de lui ressembler, mais les résultats n'étaient pas positifs. Alors ils ont fini par acquérir le masque d'origine, même si certaines versions modifiées sont trouvables dans le film. Et puis sérieusement, regardez-moi à quoi le masque aurait pu ressembler. Là c'est plutôt Nemesis Ghostface les gars. Enfin, beaucoup de gens attribuent l'histoire vraie derrière Scream à Danny Rowling, le tueur de Gainesville. Et s'il y a déjà beaucoup de vidéos sur le sujet, laissez-moi vous dire qu'on en fait un petit peu trop là-dessus. Williamson a brièvement vu un documentaire dessus, et ça l'a inspiré, car les victimes sont des étudiants, que la paranoïa régnait, et que c'était très médiatisé, des éléments qu'on retrouve dans son film. Mais les comparaisons s'arrêtent à peu près ici. Mais il y a un autre Ghostface, bien plus proche que celui du film, de cette histoire. Et ça, on en parle peu. Est-ce que vous connaissez Dead by Daylight? Dans ce jeu vidéo d'horreur multijoueur, Ghostface a été intégré, mais ils ont les droits du masque Fun World, pas les droits du film Scream. Ainsi, ils lui ont donné sa propre histoire, celle d'une sorte de Peter Parker meurtrier, tueur la nuit et journaliste qui écrit sur ses propres meurtres le jour. Et les similitudes entre lui et Rowling sont troublantes. Outre leur façon d'agir en stalkant leurs victimes avant d'entrer, par effraction, pour procéder au meurtre, ce Ghostface se nomme Danny Johnson. Est-ce que vous commencez à voir le lien? Et où est-ce qu'il sévit? En Floride, là où Danny Rowling tuait. Plus troublant encore, le nom de la ville. Gainesville pour Rowling et Roseville pour Johnson. Bon, soyons clairs, il existe aussi des livres sur le personnage de Ghostface. Et tant de choses à dire sur lui. Mais nous avons fait un sacré tour du sujet pour aujourd'hui, et au niveau de la franchise Scream elle-même, c'est assez complet. Là, nous commençons à nous en éloigner pour doucement glisser vers la réalité. Alors si cette nuit vous vous sentez observé, ce n'est pas qu'une sensation. Car contrairement à Freddy Krueger ou Jason Voorhees, Ghostface est la part réveillée et active la plus sombre de l'être humain. Il pourrait être aussi bien votre voisin que votre ami.